J'avoue que quand j'ai reçu l'invitation à participer à ce séminaire-là, au début j'ai dit non. Bon, qu'est-ce que je vais avoir à leur dire, dans le fond, parce que j'ai jamais eu... j'ai peut-être une humilité mal placée, mais même si j'ai écrit 2 livres, j'aurais jamais pensé me dire écrivaine ou m'associer, si on peut dire, à la littérature en tant que telle. En fait, j'y avais jamais vraiment réfléchi. J'ai toujours... tenu beaucoup à dire que j'étais historienne de formation. C'était mon titre de gloire, si on peut dire. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, que je me présente souvent quand je parle de mes livres. Alors, mais bon, j'ai décidé de le faire malgré tout. Pourquoi pas? Ça peut peut-être être intéressant. Et puis, ça m'a amené quand même à réfléchir sur ma propre démarche ou à faire un type de réflexion que j'avais jamais eu l'occasion de faire sur ma propre démarche. Au fond, pourquoi écrire et puis pourquoi écrire là-dessus, puis comment le faire. Alors, c'est un peu là-dessus, de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler donc peut-être pendant, je ne sais pas de combien de temps j'ai, mais j'aimerais bien pouvoir échanger aussi avec vous. J'avais envie tantôt de réagir aux propos de la conférencière qui m'a précédée brillamment d'ailleurs, et puis j'ai trouvé très intéressant parce que les 3 femmes dont elle a parlé, ce sont des femmes qui ont marqué, je pense, l'histoire, chacune à leur manière, mais en même temps d'une façon un peu... bon, c'est des femmes... On parle des années 60, évidemment, on parlait des années 60. J'avais envie de dire que, personnellement, j'ai été en contact avec une féministe, si on peut dire, une femme en politique que je voyais un peu comme en rupture avec les 3 femmes dont il y a été question. Puis c'est Lise Payette, là, qui est décédée il y a quelques semaines. Parce que déjà, à cette époque-là, elle se situait, elle incarnait un féminisme déjà beaucoup plus radical. Et je ne vous cacherai pas que quand elle intervenait au Conseil des ministres, ce féminisme un peu plus radical agaçait souverainement ses collègues du Conseil des ministres, d'autant qu'il y avait 2 femmes au Conseil des ministres à l'époque. Cela étant dit, elle a toujours incarné, même à cette époque, pas difficile de le faire aujourd'hui, mais je dirais que dans les années 60 et 70, c'était quand même plus marqué. Et donc, elle ne se présentait pas en politique d'abord comme une femme, elle était féministe, mais son comportement politique n'était pas, si on peut dire, le comportement attendu d'une femme. Alors, c'était juste peut-être un peu pour faire le lien avec ce qui a précédé. Alors moi, mon expérience, écoutez, bon, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai fait. C'est certain que moi, j'ai interrompu des études de maîtrise en histoire pour mal tourner, c'est-à-dire que j'étais déjà militante dans un parti politique et j'ai été engagée comme permanente dans ce parti. J'y ai travaillé jusqu'en 1976. Je vous dirais bien que quand je suis embarquée là-dedans, je ne pensais pas que j'y serais aussi longtemps, puis que ça serait aussi exigeant, puis que ça serait aussi riche non plus. Alors, après, j'ai travaillé dans le secteur privé, puis je suis retournée au gouvernement en 1995, cette fois dans l'administration publique. Alors, j'ai eu l'honneur d'occuper 2 postes de sous-ministre sur une période d'à peu près 7 ans et demi à la culture et aux relations internationales. Ça m'a permis de comprendre encore mieux, si je peux dire, la dynamique et les processus décisionnels gouvernementaux, qui incluent, bien entendu, le processus politique. Puis j'ai travaillé des 2 côtés de la clôture, ce qui m'a amené à casser du sucre sur le dos de certains quand j'étais d'un côté, puis sur le dos des autres quand je suis arrivée de l'autre côté. Dans les années qui ont suivi mon départ de la fonction publique, à l'automne 2002, j'ai renoué avec le travail de consultante dans le secteur privé, ce que j'avais déjà fait précédemment, puis surtout, je me suis mise à l'écriture. Alors, j'ai publié un premier livre en 2006, Derrière les portes closes, qui relate et analyse les 9 années de gouvernement de René Lévesque, de 1976 à 1985. Puis j'ai publié un deuxième livre qui est sorti en 2015, lui qui fait l'histoire du Bloc québécois, qui s'appelle La Rébellion tranquille. Je vous dirais d'ailleurs, c'est drôle parce que quand on dit que la politique est encore un milieu viril. Bien sûr, le PQ dont je parle, c'est celui des années 70-80, mais le Bloc dont j'ai parlé, c'est un parti des années 90 et 2000, et je peux vous dire que c'était encore très viril comme milieu et très masculin, là, dans les noyaux, si vous voulez, décisionnels et dans les entourages de proximité, appelons ça comme ça, ou dans les inner circles, c'est resté. Puis je suis convaincue que ça l'est encore, même si
je ne l'observe pas d'aussi près. Pourquoi je me suis engagée en politique dans les années 70? Je pense que pour bien le comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Moi, je parle de cette période comme de l'âge d'or du militantisme politique. C'est vrai parce que c'est une période qui a été riche en rebondissements de toutes sortes. On était dans la foulée de la Révolution tranquille. Il y a le départ fracassant de René Lévesque du Parti libéral, la crise d'octobre, la montée de l'indépendantisme du Parti québécois, mais aussi de l'indépendantisme, de nationalistes. Les gens deviennent de plus en plus indépendantistes, souverainistes, on appelle ça séparatistes, on appellera ça comme on voudra. Mais tout ça créait un contexte qui donnait le goût, si on peut dire, de militer ou en tout cas de s'engager. Cette période-là a été évidemment largement dominée par un personnage au Québec à ce moment-là et même au Canada qui s'appelait René Lévesque, qui faisait face à Pierre Elliott Trudeau à Ottawa. Pour ça aussi qu'on peut parler d'âge d'or d'une certaine façon. Tout était emballant. Puis on se rappellera qu'à l'époque, c'était l'époque des boîtes à chansons, c'était l'époque des grands chansonniers et poètes. Là, on était dans les appels collectifs de Gilles Vigneault, de Félix Leclerc, de Gaston Miron, de Raoul Duguay. On était aussi dans le souffle créé par le mai 68 à Paris, sous les pavés La Plage, donc un vaste mouvement de libération individuelle. René Claude chantait « C'est le début d'un temps nouveau ». Alors, moi, j'étais étudiante à la fin des années, début des années 70. On est là-dedans. J'ai fait des sit-ins ici à l'Université Laval quand a été promulguée la loi des mesures de guerre. Pas besoin de vous dire qu'on était dans quelque chose d'extrêmement intense. Ça, c'est la partie la moins emballante, si vous voulez. Il y a eu aussi des phases plus emballantes, mais on était toujours dans quelque chose de très intense, de très emballant. Donc, pourquoi je me suis engagée en politique? Je ne le ferai peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement captivant. Puis je dis toujours, on n'a pas revécu, on n'a pas revu depuis ce temps-là une ébullition aussi forte et un climat de cette nature-là. Donc, pour moi, cet engagement politique, d'abord comme bénévole, puis comme employé d'un parti politique, avec un fond de scène comme celui que je viens de décrire, ça a constitué une chance énorme. J'ai l'impression d'avoir appris l'essentiel de ce que j'ai appris dans le milieu de travail pendant cette phase-là de ma vie. Ça va m'avoir servi dans tout ce que j'ai fait par la suite. Même si j'ai quitté vraiment la politique en 1985, c'est-à-dire qu'elle m'a quitté parce que le gouvernement auquel j'appartenais a été battu. Ça a été une très bonne chose pour ma famille, d'ailleurs, mais même si depuis 1985, je n'ai plus fait de politique au sens où on l'entend généralement. Je n'ai jamais été sur le devant de la scène, je n'ai jamais cherché à me faire élire, donc c'était plus facile, si on peut dire, de quitter la politique. Puis je dis souvent aussi que la politique, ça ressemble à rien d'autre, je continue à le dire, parce que je donne souvent des formations sur fonctionnement gouvernemental, sur la cohabitation politico-administrative au gouvernement. Puis je dis toujours, la politique, ça ne ressemble à rien d'autre. Il y a des jeunes néophytes pleins de talent et pleins de mérite qui accèdent au Conseil des ministres aujourd'hui et qui vont se rendre compte dans les semaines qui viennent, après avoir vécu une sorte de griserie au début qui est tout à fait normale dans les circonstances, mais ils vont se rendre compte qu'effectivement, la politique, ça ne ressemble à rien d'autre. Il y a nulle part ailleurs, on va trouver autant d'intensité, autant de pression négative et autant de tensions de tout genre et d'action. On ne s'y ennuie jamais. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y en a qui quittent vite, parce qu'ils sont vite cassés par la politique, alors que d'autres n'arrivent jamais à quitter la politique. Jamais à quitter la politique. Ils sont incapables d'en décrocher parce qu'il y a une adrénaline là-dedans. Il y a beaucoup de témoignages d'anciens ministres ou d'anciens premiers ministres qui disent bien quel genre de deuil il faut faire quand on quitte ce milieu-là. En même temps, la politique, ça couvre tout. Ça couvre tous les champs d'intérêt. Ça ignore rien. Ça concerne tout le monde. Donc, c'est un territoire immense qui rend possible une infinité d'expériences et de projets avec tous les niveaux de complexité qu'on peut imaginer.
Puis enfin, pour moi, l'engagement politique, c'est probablement ce qui va rester le plus important, ce qui reste le plus important. Ça a été l'occasion de rencontrer des hommes et des femmes d'exception à l'époque. Puis évidemment, il y avait René Lévesque, bien sûr, qui c'était pas rien, mais beaucoup d'autres personnes, certaines très connues, d'autres moins connues, qui m'ont profondément marqué. J'ai partagé avec ces gens-là des moments de très grande intensité, des moments heureux, des moments dramatiques, des moments enthousiasmants et emballants, puis d'autres même tragiques. Parce que la politique, c'est d'abord et avant tout une expérience humaine. Et ça, d'ailleurs, ce qu'on a vu tantôt dans les mémoires écrits par des femmes politiques, on voit très bien que la politique, qu'elle soit faite par des femmes ou qu'elle soit faite par des hommes, au départ, et avant tout, et malgré tout, ça demeure une expérience humaine. Alors, pourquoi écrire? Je vous dirais que c'est cet aspect humain des choses ou de la politique qui est remonté à la surface un jour que je suis allée fouiller dans mes archives personnelles plusieurs années après avoir quitté la fournaise politique. Parce qu'en décembre 1985, après la défaite du Parti québécois, qui était à l'époque dirigé par Pierre-Marc Johnson aux élections, j'avais, comme bien du monde, quitté, il faut voir ce que c'est, là, quand on quitte les bureaux après une défaite, là, je vous jure qu'on part vite. Alors, j'avais emporté avec moi des tiroirs de classeurs, de dossiers, dans le désordre, tous empilés, puis je m'étais évidemment empressée d'aller cacher ça dans le fond du sous-sol, dans des classeurs, pour oublier ça pour un grand bout de temps, ce que j'ai fait d'ailleurs, dans le coin le plus sombre de ma maison. Puis c'est resté là à dormir pendant à peu près 20 ans, jusqu'au jour où, pour faire de la place, je me suis posé la question, est-ce que peut-être qu'il faudrait que j'envoie, il y a des choses là-dedans qui seraient peut-être intéressantes pour les archives. Alors, ça m'a amené à ouvrir certains dossiers et à voir. Et là, en feuilletant ces papiers-là, tout est remonté à la surface. C'est curieux parce que j'avais comme, c'était plus dans mes préoccupations, mais là, tout est remonté à la surface. Et ce qui est remonté à la surface, j'appellerais ça, c'est les humeurs, ce que j'appelle les humeurs, les couleurs du temps, c'est-à-dire l'atmosphère. J'ai retrouvé un journal personnel que j'avais tenu pendant la dernière année où j'ai travaillé avec René Lévesque. Et là, la question m'est venue, est-ce que je serais capable de traduire ça d'une manière intéressante? C'est-à-dire de faire exister pour d'autres cette réalité qui est importante pour moi, que peut-être que je n'ai pas retrouvée dans d'autres écrits. Peut-être que j'avais quelque chose d'original à dire. Bon, j'étais très, très humble par rapport à une entreprise comme celle-là. J'avais eu le goût d'écrire, mais j'avais toujours dit à tout le monde, jamais j'écrirai là-dessus. J'ai passé ma vie à faire des choses que j'avais toujours dit que je ne ferais pas. Et donc, j'avais dit, je n'écrirai pas là-dessus parce qu'il y a tellement de choses qui avaient été écrites que à prime abord, je ne voyais pas ce que je pouvais apporter d'intéressant. Mais quand j'ai fouillé là-dedans, je me suis dit, peut-être que finalement, il y a encore des choses intéressantes à dire. Je dois dire aussi que j'ai côtoyé pendant une quinzaine d'années un homme politique qui était aussi un littéraire, un amoureux de la langue, qui s'alimentait aux classiques, aux grands classiques, comme aux auteurs contemporains, qui lisait de tout et sur tout, qui nous arrivait un lundi matin avec une pile de livres. Lisez ça, allez voir, lisez ça, tu sais. Bon, en tout cas, bref, c'est un homme qui, quand on avait l'occasion d'échanger avec lui sur autre chose que le travail, parlait beaucoup de livres. Il n'avait pas le temps d'aller au cinéma, il n'avait pas le temps, mais c'est quelqu'un qui lisait d'une manière boulimique. Dans le cadre d'un colloque, je me permets de citer quelque chose parce que dans le cadre d'un colloque sur René Lévesque tenu en novembre 2007 à Montréal, l'essayiste et romancier Pierre Neveu a abordé justement la question des rapports que le personnage a entretenus toute sa vie avec la littérature. Alors, en conclusion, il disait des poèmes en prose de Roosevelt aux histoires de la pente douce et des pays d'en haut de Lemelin et Grignon, et jusqu'au Fou de Bassan d'Anne Hébert, dont il avait aimé la situation gaspésienne, il me semble qu'il demeurait toujours chez Lévesque le désir secret d'égaler la littérature, ou plus justement de lui emprunter ses pouvoirs afin de rétablir les ponts entre le local et l'universel, et surtout pour redonner à l'histoire son suspense, sa puissance inventive, la projeter au-delà de tous les calculs vers l'inconnu
et ainsi, comme il aimait le dire, libérer l'avenir. Et dans ses mémoires, publiés un an avant son décès, l'ancien premier ministre n'a pas caché le plaisir qu'il a éprouvé. D'ailleurs, il a dit qu'il avait éprouvé beaucoup plus de plaisir à raconter de manière imagée son enfance gaspésienne qu'à revenir sur ses années politiques. Si je m'étais écouté, écrit-il en avant-propos, ce livre se serait volontiers attardé davantage sur ma Gaspésie des années 20, cachot des parents, mais paradis de mon enfance, ou plus encore qu'ailleurs au Québec, on vivait alors bien heureusement en marge de l'histoire. Il y a d'ailleurs des discours de l'évêque qui sont des petits bijoux. Il a écrit la plupart, il ne les a pas écrits tous, comme il l'a dit. Là-dessus, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont travaillé sur certains de ses discours, mais c'est vrai qu'il a travaillé sur la plus grande partie, surtout ses discours les plus importants. Et certains de ses discours, en tout ou en partie, sont des discours presque littéraires. Alors, j'imagine que le fait d'avoir côtoyé quelqu'un comme ça doit garder un certain... entretenir un plaisir de lire et éventuellement d'écrire. Moi, j'ai toujours aimé l'écriture. Je l'ai pratiquée abondamment pendant mes années d'étudiante. Puis dans les décennies qui ont suivi, bien c'est sûr qu'il m'est arrivé d'écrire beaucoup. Mais évidemment, il s'agissait alors, sans en nier l'importance, de produire du matériel utilitaire et utile aussi, j'espère. En tout cas, généralement très éloigné de la littérature. L'acte d'écriture auquel je me suis mise à songer au début des années 2000, c'était tout autre chose. Ça a demandé d'abord un énorme investissement personnel, une sorte d'audace aussi, qui me faisait peur, je ne le cacherai pas. Ça m'a donné d'ailleurs beaucoup de respect pour les écrivains et pour le long et laborieux travail de l'écrivain, sa solitude devant l'ordi. Ça m'a donné beaucoup de respect pour ça. Mais j'avais vu, comme ça vous est arrivé sans doute aussi, j'avais vu tellement de gens me dire au fil des temps, moi je vais écrire sur mon parcours, faut que je fasse quelque chose, il faut que je raconte, et puis qu'ils ne l'ont jamais fait parce que, justement, ils n'ont jamais osé, ils n'en étaient pas capables. Puis, en même temps, j'ai été souvent très déçue par ce que j'avais lu sur cette période-là, sur les événements auxquels j'avais été associée, sur l'évêque lui-même. Et puis, personne autour de l'évêque, personne qui l'a côtoyé de près pendant toute cette époque-là, avait écrit là-dessus. Puis René Lévesque lui-même, dans ses mémoires, a dit très peu de choses. On le comprend parce qu'il était encore trop amer de son expérience récente. Et donc, il a écrit très peu de choses sur cette période de sa vie où il a été premier ministre. J'ajoute enfin que j'ai souvent exprimé ma frustration de voir les historiens de métier, au cours des dernières décennies, délaisser le champ de l'histoire politique, encore plus celui de l'histoire des hommes et des femmes politiques, pour privilégier uniquement l'histoire sociale, l'histoire des idées, l'histoire de certains groupes, comme si le champ de l'histoire politique devait être laissé à d'autres. Ce qui fait que laisser à d'autres, ça a amené beaucoup de monde à écrire sur la politique, sur les hommes politiques, mais souvent, qui n'avaient pas toujours la rigueur qu'on peut attendre de livres comme ceux-là. Or, moi, je crois profondément, sans nier l'importance des vagues de fond qui conditionnent l'activité humaine et sous-tendent la marche du monde, que les actions, le type de leadership des hommes et des femmes qui gouvernent les sociétés ont un impact déterminant, qu'il soit positif ou négatif, sur l'évolution de ces sociétés, que ces personnes soient en rupture ou en continuité avec ceux qui les ont précédés. On a des exemples contemporains, d'ailleurs, qui nous fournissent des preuves de ça. Et dans cet esprit, pour moi, bien comprendre ce qui pousse ces hommes et ces femmes à agir, se mettre en position de retracer le plus exactement possible le fil des événements, les raisonnements, les combats intérieurs, les tensions, voire les tourments qui ont conduit à telle ou telle décision ou tel geste, ça devient une nécessité si on veut bien comprendre. Et cela impose notamment de faire état de la complexité, de l'imprévisibilité, des cohérences et des incohérences des hommes et des femmes d'action,
ne serait-ce que pour mieux faire ressortir ce qu'il y a de noble chez ces gens-là. C'est ce que j'ai tenté de faire, en tout cas dans les 2 livres qui portent ma signature. Mais une fois que cette nécessité m'est apparue aussi évidente, restait la question de comment écrire. Je me suis d'abord imposé d'appliquer de la manière la plus rigoureuse possible la méthode historique. Comme je l'ai expliqué dans l'avant-propos de mes livres, il m'apparaissait important d'insister sur la diversité nécessaire des sources et les exigences à respecter dans le traitement de ces sources. Il y a une méthode historique qui consiste à traiter les sources, d'abord à utiliser le maximum de sources disponibles, à diversifier ces sources et surtout à les traiter de la manière la plus honnête possible. Et ce qui veut dire qu'on n'hésite pas non plus à confronter ces sources ou à les compléter par d'autres. Comme je l'ai souvent dit, il y a une énorme différence entre l'écriture d'un article publié dans un média, dont les erreurs peuvent être corrigées dès le lendemain de leur publication, et l'écriture d'un livre qui s'inscrit, lui, dans la durée, et dont les erreurs peuvent persister très longtemps et affecter durablement la compréhension d'une époque et la connaissance des acteurs de cette époque. On ne peut pas demander à l'historien d'être parfaitement objectif, personne ne l'est. Chacun traîne avec lui son expérience, ses dispositions personnelles, sa manière de penser, ses convictions, puis sa manière de voir les choses. En revanche, on doit exiger de lui ou d'elle un maximum de rigueur et d'honnêteté, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation des témoignages et des sources. Mais le deuxième défi à relever pour moi était l'écriture elle-même. Comment accrocher et retenir l'attention et l'intérêt des lecteurs? En soi, relater l'action de 9 années d'un gouvernement, quel qu'il soit, c'est pas très sexy, on en conviendra. Il ne suffit pas donc de bien écrire, au sens scolaire du terme. Il m'a fallu trouver à la fois une trame et un ton et donner de la vie au récit. Autrement dit, comment rendre la lecture plus facile, malgré la complexité du sujet et l'abondance des sources utilisées. On sait que la réalité dépasse souvent la fiction, mais comment rendre la réalité aussi intéressante que la fiction quand il s'agit d'en parler? Pour ce faire, il me fallait donner une grande place à la dimension humaine de l'histoire, en insistant sur les motivations, les raisonnements, voire les humeurs des principaux acteurs, pas seulement ceux et celles qui se trouvaient sur le devant de la scène, mais aussi les protagonistes de l'ombre, les influenceurs. Il m'a d'ailleurs semblé utile d'insérer dans la trame de mon récit une série de portraits plus ou moins élaborés qui nous rendent plus familiers les personnages qui ont été au cœur de l'action. Il va sans dire que j'ai consacré de nombreuses pages à René Lévesque, travaillant à cerner le mieux possible la personnalité et le caractère de cet immense personnage. À la fin du portrait que je trace de lui dans Derrière les portes closes, je propose d'ailleurs une synthèse qui s'éloigne des clichés. Comme il ne pouvait ni ne voulait être l'ami de tous ceux qui espéraient être aimés de lui, on a décrété qu'il n'avait pas eu d'amis véritables. Comme il était généralement discret sur ses états d'âme et qu'il n'aimait pas pleurer en public, on l'a dit renfermé et incapable de communiquer. Comme il doutait de tout, y compris de lui-même, on l'a dit torturé et malheureux. Un regard trop attentif porté sur lui l'aura rendu pratiquement insaisissable, comme si la vérité du personnage pouvait jaillir de la somme innombrable des perceptions qu'il a engendrées. Plus loin, je dis que c'est un homme beaucoup plus simple que ce qu'on a souvent décrit. J'ai procédé de la même manière dans mon deuxième livre portant sur le Bloc québécois, en m'attardant assez longuement sur les portraits de Lucien Bouchard et de Gilles Duceppe, avec le même souci d'amener le lecteur au plus près des acteurs les plus significatifs. Cela m'a en tout cas permis de rendre plus intelligibles certains épisodes et de dissiper à tout le moins une partie du mystère. J'ose espérer que le résultat répond un peu à cette exigence esthétique qui est associée à la littérature. On me permettra en terminant de citer 2 historiens contemporains qui ont beaucoup réfléchi sur les liens nécessaires entre l'histoire et la littérature.
Dans un article paru en 1981, Pierre Trépanier décrit ce combat de l'histoire avec les géants conceptuels qui prétendent enfouir les mondes dans leur mouchoir de poche. Il parle des politologues et tous les léologues qu'on connaît, les sociologues. Il formule ainsi ce qui est selon lui la tâche de l'histoire: observer les yeux grands ouverts les individus, les sociétés et les temps, recenser leurs différences et leurs ressemblances, s'efforcer de les comprendre tels qu'en eux-mêmes. Voilà comment l'histoire rend service à l'historien lui-même, à son milieu, sa culture, sa société et son temps. Cela, il le fera tant que l'historien saura parler à ses contemporains et tant que ne sévira pas l'incuriosité. Plus récemment, en 2006, Julien Goyette, après avoir posé clairement la question qui tue, la rigueur empêche-t-elle d'avoir du souffle dans l'écriture, apporte une réponse qui ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il y a de la place pour l'histoire dans la littérature, et on connaît le succès des romans historiques, alors il y a une place pour la littérature dans l'histoire. En préservant leur souci d'exactitude, de nuance et de contrôle dans l'exposé des idées, en marge de leur savant tableau synchronique, il importe que les historiens conservent et même cultivent l'art de raconter. Voilà. À certains moments, il y a des épisodes qui sont extrêmement intenses, faites beaucoup de choses. On peut mettre... on peut traiter d'un événement qui a duré 2 jours en 40 pages et après traiter d'une année complète en 40 pages. Donc, je dirais, le défi de l'écriture dans ce genre de situation-là, c'est d'être capable de synthétiser ce qui peut s'être passé sur une année ou 2 et d'accrocher sur un certain nombre d'étapes particulièrement importantes, particulièrement sensibles, et là, de le raconter de la manière la plus vivante possible. Et donc, c'est tout cet équilibre entre, si on écrit une histoire qui s'étale sur 10 ou 15 ou 20 ans, bien, c'est tout le travail d'organisation de l'écriture. Moi, je dis souvent que dans la préparation de livres comme ceux-là, il y a plusieurs années d'organisation du livre et une année complète d'écriture pour un livre de 500 ou 600 pages. C'est-à-dire que le défi, en tout cas, c'est ma manière de procéder, mais je ne pense pas qu'il y en a d'autres, c'est d'abord de rassembler tout le matériel, les nombreux témoignages, et puis, dans le fond, de faire un peu le scénario du livre. C'est un peu comme un script là, ou un synopsis, c'est plutôt un synopsis, là, parce que le scénario est beaucoup plus détaillé, mais en cinéma, on va parler d'un synopsis de film, mais là, il faut faire une sorte de synopsis. On bâtit un peu l'histoire. C'est un peu comme ça qu'on arrive à le faire. C'est beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Et donc, en même temps, c'est incroyable tout le matériel qui n'est pas utilisé dans le matériel qu'on récolte. Moi, je peux vous dire que pour, je ne sais pas moi, une caisse de matériel que je vais utiliser, il y en a 10 que je n'utiliserai pas. Donc, il faut que je fasse le deuil à chaque fois. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, là, mais c'est le défi, c'est, bon, qu'est-ce que je conserve? De quelle manière je vais utiliser telle ou telle chose? Quelle place ça va occuper? Et comment je l'introduis dans la trame? Et puis, comment je peux faire dérouler après coup 2 ans? où il s'est passé moins de choses, mais qui quand même sont importantes, qui est important de rapporter. Oui. C'est parce qu'il faut d'abord posséder l'histoire. J'imagine que par rapport à quelqu'un qui fait une œuvre de fiction, qu'il y a peut-être quelque chose qui ressemble à ça. C'est qu'il y a une fiction, je sais que tout le monde ne travaille pas de la même manière, mais on établit un peu les paramètres de l'histoire viennent à l'esprit. Enfin, on imagine une histoire, et puis après, bon, moi, je dis toujours, dans le fond, que la phase d'écriture, c'est la plus agréable. Pas nécessairement la plus facile, mais la plus agréable. Une fois qu'on a bâti son histoire, elle est là, on l'a en tête. Bon, bien maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça vivant, pour
pour que ça soit intéressant maintenant pour le lecteur. Tu sais, c'est un peu comme ça. J'ai pris l'habitude, j'avais un lecteur privilégié pour chaque chapitre que j'écrivais. Et donc, surtout au début, parce que j'avais une insécurité sur les questions de ton, sur les questions de, bon, est-ce que c'est facile à lire? Alors, pour chaque chapitre, ça me permettait d'avancer dans l'écriture. Alors, il y a quelqu'un qui me lisait chaque chapitre et puis qui me disait, bon, il y en a un que j'ai recommencé complètement de cette manière-là. Je n'ai pas aimé ça beaucoup, là, ça, c'est pas... Mais c'est extrêmement utile. Et après, une fois que le manuscrit était complété, là, j'ai toujours eu un comité de lecture pour me faire certaines remarques en dehors des lecteurs de la maison d'édition, bien sûr. Non, moi, je pense que c'est absolument nécessaire parce que sinon... oui. J'ai fait ça 25 ans après avoir quitté la politique. Non, mais je ne vous dirai pas que j'ai encore des convictions politiques, c'est pas ça. Mais dans l'opération d'écrire ce livre-là, je n'ai pas voulu que, bien sûr, je ne pouvais pas le dissimuler, d'ailleurs, je l'ai dit, c'est pas un livre aseptisé, là, au point que... Mais j'ai essayé de décrire le plus objectivement possible ce qu'était ce milieu à l'époque, de quelle manière les décisions se sont prises, les erreurs qui ont été commises aussi, parce qu'il y en a eu. De la même façon que j'ai décrit l'évêque, pas comme une icône, là, mais avec ses défauts, puis ses faiblesses. Et donc, ça n'a pas été si difficile que ça pour moi, parce qu'encore une fois, j'étais sortie de l'action politique depuis 25 ans. Et je me suis vraiment astreint à le faire comme une historienne, en ne dissimulant pas, évidemment, ce que j'avais été, mais... et c'est encore plus vrai dans l'autre livre que j'ai écrit, puisque là, je n'avais pas été associée à... Mais peut-être que ce qui transparaît quand même dans les deux livres que j'ai faits, puis dans d'autres trucs que j'ai écrits, c'est que moi, de mon expérience politique, j'ai gardé beaucoup de respect pour la fonction politique, pour le politique. Je sais bien que de nos jours, c'est pas très hot de dire ça parce qu'on a dévalué beaucoup cette fonction-là. Mais je l'ai dit au début, la politique, ça ressemble à rien d'autre. Et l'engagement politique, pour moi, ça demeure quelque chose de respectable, sinon admirable tout le temps, mais en tout cas respectable. Et donc, peut-être que ça transparaît dans mes livres parce que je n'ai jamais cherché à accabler personne. Mais non, ça, c'était pas... je ne l'ai vraiment pas vécu comme un problème. Il y a des livres qui se sont écrits sur cette période-là, bien plus engagés que moi, qui étaient faits par des gens qui n'étaient pas là. Ben, au début, non. Vers la fin, je l'étais un peu plus, oui. Ben, j'ai été chef de cabinet à la fin, donc c'est certain que je ne peux pas le nier. Mais je parle dans mon livre, d'ailleurs, j'ai une partie assez longue où je décris comment c'était un univers d'hommes. Et donc, c'est clair que 90% des influenceurs à l'époque étaient des hommes. Alors, c'était au Conseil des ministres, comme je l'ai dit, il y avait 2 femmes. Fait qu'on ne peut pas penser que... Déjà là, ça en dit long. La grande majorité des chefs de cabinet étaient des hommes. Les sous-ministres étaient tous des hommes. Alors, quand vous étiez là, dans ce cénacle, au sommet du gouvernement, c'est clair que l'influence, elle était masculine. J'ai été sous-ministre. Quand je suis devenue sous-ministre en 1995, j'ai doublé la représentation féminine au Forum des sous-ministres parce qu'il y en avait juste une. Après ça, on était 2. C'est vous dire à quel point, bon, c'était encore incroyablement un monde d'hommes. Il y a eu quelques femmes d'influence, j'en parle. À mon époque, il n'y en avait pas, il y en avait très, 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 très peu. Je peux vous dire que dans des époques, quand je suis retournée au gouvernement dans les années 90, début des années 2000, il n'y avait pas encore beaucoup de femmes influenceuses, si on peut dire, là. Donc, ça évolue là. Ça évolue, mais... Est-ce que vous savez les proportions actuellement? Est-ce que vous les connaissez?
Pardon? La proportion des sous-ministres actuellement féminines, est-ce que vous êtes au courant de... Ah, il y a pas mal de sous-ministres femmes actuellement, mais vous savez, au gouvernement, il y a un noyau au sommet qui s'appelle le Conseil exécutif, le ministère des Finances et le Conseil du Trésor. Ça reste encore des milieux très masculins. Ce n'est pas parce que vous allez trouver une sous-ministre adjointe ici ou là. Ça demeure encore des... Et c'est là qu'est concentré l'essentiel du pouvoir. On verra dans le nouveau cabinet du premier ministre, mais le cabinet de M. Couillard était très masculin. Vous allez retrouver des femmes tout le temps. Souvent, par exemple, il va y avoir une femme encore comme attachée de presse ou directrice des communications, à l'agenda, dans des fonctions. Il y a beaucoup de femmes qui sont chefs de cabinet de ministres maintenant. Ce qui est là-dessus, je pense qu'il y a un progrès. Mais encore une fois, si vous arrivez au premier niveau de pouvoir au gouvernement, là, il y a encore du chemin à faire. Oui. Et c'est curieux parce que, vous savez, on parlait de Pauline Marois tout à l'heure. Pauline Marois a été ministre des Finances, présidente du Conseil du Trésor. Elle a été, première ministre après. Donc, il y a eu des moments où des femmes... Et je me souviens que quand Pauline Marois est devenue première ministre, sa chef de cabinet était une femme, Nicole Stafford. Ah, ben oui, mais il y a bien que trop de femmes. Tu sais, ces deux femmes, c'était considéré comme... Tu sais, alors que... il y a encore là-dessus une sorte de blocage. Malheureusement, souvent, les femmes n'aident pas les femmes. Alors, moi, j'ai souvent entendu des choses très méchantes qui venaient des femmes elles-mêmes. Donc, il y a encore chez les femmes elles-mêmes une difficulté à appréhender cette réalité. Et donc, c'est pour ça que c'est pas juste pour ça. Mais les boys clubs sont souvent confortés par certains comportements, malheureusement, certains comportements de femmes. Mais c'est plus... Enfin, on ne retrouve plus ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, quand une femme... À l'époque, dans les décennies précédentes, et notamment celles où j'ai été associée au pouvoir de très, très près, je peux vous dire que quand une femme grimpait la hiérarchie, pas besoin de vous dire que c'était accompagné de commentaires assez peu élogieux sur l'intellect de la femme en question. Tu sais? Dans votre cas, vous êtes devenu chef de cabinet de Valérie. Ah ben oui. Ça devait être assez savoureux, J'ai eu droit à des commentaires savoureux, comme d'autres qui, tu sais... Mais il fallait tenir. Ça demande de la résilience. Mais comme je disais aussi souvent, par ailleurs, moi, j'ai toujours un peu de réticence à accepter l'affirmation que la politique va changer quand il y aura plus de femmes en politique. La politique, ça va rester un lieu de combat, un lieu extrêmement dur, où il n'y a pas de cadeaux, où tout le monde cherche à s'enfarger quotidiennement, dire en bon français. Et donc, il faut apprendre, y compris les femmes, à développer un comportement de battante et de combat. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer certaines choses. Oui, parce qu'il y a un type de préoccupation qui peut s'exprimer différemment. Il y a des choses qui peuvent être faites différemment. Mais en soi, le combat politique va rester le même. Si vous regardez Angela Merkel en Allemagne, d'ailleurs, qu'on a tellement ridiculisé, on parlait des allures de femmes. Au début, quand elle est arrivée, elle aurait d'ailleurs dû se présenter 4 ans avant en Allemagne. On ne l'a pas présentée, même si elle était à la tête de son parti, parce qu'on considérait qu'elle était affublée comme, qu'elle était mal habillée, qu'elle n'avait pas le physique de l'emploi. Donc, on a présenté à sa place le chancelier de la Bavière, ceux qui ont fait savent ça, et le ministre chancelier de la Bavière, qui a été battu à plate couture par Schröder. 4 ans plus tard, ben là, on n'avait pas le choix, on l'a pris. Elle est arrivée, avec le système proportionnel qu'ils ont, elle est arrivée juste, elle a été obligée de former un gouvernement de coalition, et même là, le chancelier sortant a tout fait pour éviter qu'elle forme le gouvernement. Or, elle a une longévité que beaucoup de mâles lui envient en Europe. Là, elle a un peu plus de misère. Mais c'est une femme, moi, c'est une femme qui me fascine. Mais en même temps, si vous examinez cette femme-là, on n'est pas chez quelqu'un de très émotif, de très établi, tu sais, bon. Et donc, elle n'est pas dans les poncifs, ou en tout cas, elle n'est pas dans les standards qu'on reconnaît. Mais elle a compris une chose, c'est que pour durer en politique, et quand on lit des biographies de Angela Merkel, on le voit bien,
ça démontre bien que pour durer en politique, pas pour y entrer, pour durer en politique et être capable de passer à travers cette vie de fou-là, il faut développer une capacité, je dirais, virile, entre guillemets, de faire face. Et ça, c'est pas juste qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ne sont pas prêtes à ça, il y a bien des hommes qui ne sont pas prêts à ça non plus. Parce que le combat politique est dur pour les hommes aussi. Et ça, donc, il y a tout ça je pense, à garder à l'esprit quand on parle de la politique. Et donc, il ne faut pas développer une vision idéaliste de ce que serait la politique si elle était faite exclusivement par des femmes non plus. En tout cas, là, je me permets de faire un petit discours. Mais ce que je veux dire, cela étant dit, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on arrive à une certaine... Bon, on va avoir la parité au Conseil des ministres demain, mais regardez l'équipe économique, là, tu sais. Regardez les gros ministères, là. Bon, il y a une femme, presque j'ai compris, une femme à la santé, mais les gros budgets, là, éducation, enfin, puis les ministères à vocation économique sont encore réservés à des hommes. Et bon, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais on va avoir une femme aux aînés, on va avoir une femme à la culture, on va avoir une femme aux relations internationales, parce que ce n'est pas considéré comme des choses aussi importantes dans un gouvernement. Là, je me défoule un peu, mais il faisait ça avec moi, mais il faisait ça avec d'autres, là. Avec son attaché de presse, là, il lisait ça en fin de semaine, puis on en reparle lundi. Imaginez, tu sais, tu avais envie, pas toujours envie de lire ça, là, tu sais, bon. Mais ben, il y avait tout là-dedans. Mais il adorait parler, échanger sur des livres qui avaient été écrits. Encore une fois, on ne peut pas beaucoup parler de cinéma, il n'allait pas au cinéma, il n'allait pas voir de concert, il n'avait pas le temps. Mais la lecture, oui, ça... Et donc, c'est pour ça que, je pense, il y avait à cette époque, encore là, on peut dire qu'on avait des littéraires à la tête des gouvernements et des États. C'est moins le cas aujourd'hui. Moi, je le déplore un peu, mais bon. Où est-ce que vous voyez la fracture, d'ailleurs, de ce parti? Ça m'intrigue beaucoup. C'est sur quoi je travaille ces temps-ci. À quel moment c'est littéraire-là, ou en tout cas des gens qui ont une conscience littéraire, à quel moment ça a changé, selon vous, de votre observation? Oui, puis quand je dis littéraire, quelqu'un comme Pierre-Éliott Trudeau était infiniment plus littéraire que son fils. Oui, bien sûr. Mais à quel moment ça a changé? Sans donner une date, là, mais est-ce que vous avez senti qu'il y a un changement de personnel politique à un moment donné? Bien, je pense qu'il y a eu une sorte de... Je ne sais pas. À quel moment ça a changé? Je pense que ça s'est fait progressivement. Il n'y a pas de rupture. On valorise beaucoup maintenant l'engagement, puis c'est correct, parce qu'avant, en politique, vous aviez des avocats, des fois des docteurs, quelques docteurs, mais après des universitaires, des sociologues, il y a eu beaucoup de ça. Et donc, c'est un métier qui était associé à beaucoup de connaissances, à beaucoup de... Là, on a valorisé d'autres types d'expériences. Là, on a beaucoup de... La moitié des députés élus du gouvernement qui étaient formés aujourd'hui viennent du milieu des affaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens dans le milieu des affaires qui sont intéressés, qui ont des intérêts pour la littérature, mais on n'est plus là-dedans. Là. Ça, c'est clair qu'on n'est plus là-dedans. C'est les humanités. Il y avait tu sais, on parlait des humanités avant, donc les gens qui avaient... tu sais, on ne donnera pas l'exemple de Trump, là, mais en même temps, si vous allez du côté de la France, Macron est un littéraire. C'est ça. Donc, peut-être qu'en Europe, c'est plus encore qu'on ne peut pas généraliser non plus en Europe maintenant. Donc, Chirac n'était pas un littéraire, mais Macron est un littéraire, et ça paraît. Ça paraît dans sa manière de s'exprimer, dans ses discours, dans ses références. Et ça, il y a une certaine profondeur, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il fait, mais il y a une profondeur qu'on ne retrouvera pas nécessairement. Moi, je pense que la profondeur en politique, il y a beaucoup de moments où c'est nécessaire, peut-être pas tout le temps, mais des moments où c'est très nécessaire. Et qu'à tout le moins, si ces figures politiques, ces chefs, ces dirigeants-là ne sont pas eux-mêmes des littéraires, ils devraient penser à s'entourer d'au moins une personne qui est capable de les nourrir, de les alimenter de ce côté-là. Mais ça me désole un peu.